Voilà, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse qu'on fait aujourd'hui en compagnie de Docteur Topé. Bonjour docteur. Bonjour Renaud. Comment ça va? Très bien, merci. Super. Merci, ça va. Bon, l'essentiel c'est que tu sois arrivé, hein. C'est bien ça l'essentiel. Bien sûr, attends. Attends pour l'émission. Super. Allez, on démarre aujourd'hui avec vous, avec la présidentielle 2025 et le président de la commission électorale indépendante qui rassure les Ivoiriens à travers l'ordre de barreau des avocats. Eh bien, la CEI est prête à offrir des élections apaisées à la Côte d'Ivoire. Effectivement, selon son président, le président de la CEI, l'institution est prête à relever le défi d'une élection apaisée. Mais Renaud, il faut dire qu'effectivement, tous les regards sont rivés sur la CEI. C'est bien cela. Parce qu'il faut répondre à des questions épineuses, notamment l'inscription de l'ancien président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il faut également donner un chronogramme clair à toutes les populations, à tout le monde, surtout parce qu'il faut ouvrir les contentieux concernant les listes, parce qu'il y a des décès, il y a eu des personnes qui se sont fait enrôler, mais dont les noms ne figurent pas sur la liste électorale. Il faut régler ces différents problèmes-là. Et donc, tout le monde attend beaucoup de la CEI. Parce que c'est tout un chronogramme, c'est tout un parcours. Et à chaque étape, on craint, les gens sont dans l'angoisse, donc c'est bon de rassurer. Justement, la période des élections qui est une période anxiogène en Côte d'Ivoire, et c'est normal que celui qui est l'arbitre des élections, justement, soit bousculé, je pourrais le dire, en griffe dans tous les sens. Et donc, en répondant à l'invitation de l'ordre du barreau des avocats, eh bien, le président de la commission électorale indépendante a mis plusieurs sujets sur la table. Bon, des sujets qui concernent l'institution qu'il dirige, notamment la réforme de la CEI qui est demandée depuis très longtemps par l'opposition ivoirienne. Effectivement, parce que ce soit du côté du PPACI, que ce soit du côté du RHDP, que ce soit du côté du PDCI, je pense que chacun veut avoir beaucoup plus de membres, beaucoup plus de représentativité dans l'institution. Et donc, les discussions sont chaudes sur la question, et donc c'est normal qu'il rassure. Et je pense même que la sortie du président de la CEI intervient après celle du président de la République pendant les vœux. Il avait déjà annoncé les couleurs, il avait dit devant tout le monde, devant le corps diplomatique, devant le corps préfectoral, devant tout le monde, il a rassuré que les élections se passeront bien. Également, même le représentant du corps préfectoral aussi, il a marché dans les pas du président en disant que soyez sereins, soyez tranquilles, tout sera respecté. Mais donc, c'est le moment aussi pour les différentes parties prenant aux élections de respecter leurs engagements. Il faut respecter ces engagements parce que je pense que la CEI a des textes et donc ces différentes formations politiques-là ont le texte, donc il faut respecter les textes. Et je le dis encore, il faut ouvrir une charte d'engagement pour que tous les partis politiques vraiment publiquement tiennent parole, s'engagent et tiennent leur engagement, tiennent leur parole pour respecter tout ce processus-là. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des textes, ça ne sert à rien de mettre en place un processus et puis de voir en cours de route une formation politique qui sort, qui ne joue pas franc jeu. Je pense qu'il faut faire attention. C'est le lieu de rappeler à toutes ces parties-là, politiques-là, tous ces partis politiques, à toutes ces formations que la Côte d'Ivoire vous regarde. Donc, il faut faire attention. Et justement, le président de la CEI l'a dit, la CEI fera sa part, les partis politiques doivent faire la leur. Exactement. Justement, et puis il est revenu bien évidemment sur la question de la révision de la liste électorale qui est évoquée par certaines formations politiques, dont le PDCI. Il a essayé d'être assez clair sur la question. Ça sera difficile qu'il y ait une autre révision de la liste électorale selon le président de la commission électorale indépendante. Et il est revenu sur le fait que la composition de la CEI est claire. Toutes les formations politiques y sont représentés, même si certains partis politiques disent que la formation de la CEI est déséquilibrée. Exactement, Renaud, tout le monde n'entend pas de cette oreille les affirmations du président de la CEI, d'où les différentes difficultés qui pointent à l'horizon. Et donc, on attend de voir comment est-ce que le président de la CEI va régler toutes ces questions. On attend de voir. En tout cas, lui, il a promis les élections présidentielle, sinon l'élection présidentielle d'octobre 2025 sera
apaisé et la CEI, en tout cas, va jouer sa part pour créer les conditions pour que ce soit ainsi. On parle d'un autre sujet, docteur Topé, et celui des relatifs à l'opération de rafle des personnes qui sont dans les rues d'Abidjan. Et parmi ces personnes-là, il y a 124 ressortissants nigériens qui ont été raflés et déposés à leur ambassade. Bien évidemment, cette situation a suscité des commentaires et un courrier de l'ambassade du Niger qui, bon, on le dira ainsi, a dénoncé cette situation. Mais Renaud, c'est un vieux phénomène. Moi, depuis que j'étais au collège déjà, ces enfants-là, on les voit partout, hein, sur les grandes artères de la capitale, on les voit vous accoster, on les voit même vous agresser. Vous agresser c'est le cas de le dire, hein, il y en a qui agressent. Oui. Oui, donc ça fait peur, Mais je pense que ce n'est pas étonnant parce que le ministre-gouverneur, le ministre-gouverneur Bakongo avait déjà annoncé cela. Il avait même pris un arrêté pour annoncer la fin de ce phénomène-là. C'est-à-dire non aux mendiants qui traînent là sur les routes, sur les chaussées et qui agressent les passants, qui agressent les automobilistes, non à tout ça. Il a même dit non aussi aux vendeurs ambulants, non aux vendeurs ambulants. Donc je pense que c'est dans l'optique d'assainir la ville, la cité. Donc je pense qu'il faut que les ressortissants des autres pays qui viennent ici, notamment du Niger, prennent leurs dispositions. Et donc là se pose la question même de l'immigration. Comment est-ce que des personnes étrangères entrent sur le territoire ivoirien? Il faut encore regarder un peu de ce côté-là. Et justement, cette opération ne concernait pas seulement que les ressortissants nigériens, c'est le cas de le préciser. Dans le cadre de cette opération, 900 mendiants ont été interpellés. Et sur les 900 mendiants, vous avez des Maliens, des Ivoiriens, des Burkinabés, des Ghanéens et des Sénégalais. C'est justement le cas des ressortissants nigériens qui a fait grand bruit. Sinon, il n'y avait pas que. Hein. Sur les 900, il n'y avait que 124 Nigériens, vous l'avez dit, hein, c'est dans le cadre de l'opération de règlement du désordre urbain qui est constatée à Abidjan. Et surtout, la mendicité est interdite en Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est le cas de le dire. Oui, mais je ne sais pas, mais ils sont très nombreux. Les mendiants sont très nombreux, Et les plus petits, il y en a qui sont pratiquement des bébés. Hein, les femmes, les mères les tiennent dans les bras et puis viennent... Mais on les voit à tous les carrefours d'Abidjan. C'est pas joli. Ils appartiennent, selon les explications de l'Info Express, ils appartiennent à des réseaux très bien organisés qui les exploitent pour faire de l'argent. Et bon, en même effectivement, il y a une étude qui avait faite ici à l'université Fédéral-Boigny. Ces enfants-là et ces femmes-là étaient venus souvent déposer les matins. On les dépose les matins dans des véhicules à certains grands points, grands carrefours. Et puis à une certaine heure, on vient les rechercher. Donc vous voyez comment c'est organisé. Ils vont faire les versements. Pour parler comme ça. Vous voyez comment c'est organisé. Donc c'est dangereux. Je pense que c'est bien que cette opération-là se déploie comme ça dans tout Abidjan. Je pense que c'est pour la sécurité. Oui, pour la sécurité des populations et surtout pour mettre fin au désordre urbain. Parce qu'on le dit, hein, la mendicité est interdite en Côte d'Ivoire depuis un certain nombre d'années. Bon, ça continue à prospérer parce qu'il y avait un certain laisser-aller des autorités qui ont décidé de mettre le haut là. Désormais, ce ne sera plus accepté. Donc, il faut sortir la chicotte quand le message ne passe pas, on sort la chicotte. Oui, c'est bien cela. Je dis, le temps de la carotte, il est largement passé. Et là, maintenant, on passe à celui de la chicotte. Donc, justement, il faut préciser, je reviens là-dessus, que ce ne sont pas seulement des Nigériens qui ont été raflés dans le cadre de cette opération. Il y avait des Ivoiriens, des Burkinabés, des Ghanéens, des Maliens. Exactement. Justement. Voilà. Et donc, on sort de ce sujet, hein, docteur Topé, pour parler d'un sujet qu'on avait évoqué en début, c'est celui relatif à... D'abord, on va partir à Fer-Kessédougou, à Fer-Kessédougou, où le port sec de Fer-Kessédougou est en train de rentrer dans sa phase opérationnelle et 4 milliards de francs CFA, plus de 4 milliards de francs CFA, ont été versés aux détenteurs de droits coutumiers. Et c'était en présence du ministre Amadou Koné. Oui, l'opération est à saluer parce que l'opération donne le ton, justement le ton pour la construction effective et réelle du port sec. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est, un port sec. Oui, bien évidemment. Le port sec, voilà, c'est une infrastructure majeure de développement d'un pays. Et le port sec, là, à Ferkessé,
un peu dans le nord, non loin de Korogo, mais Ferkessé va se développer. Le Tchologo aura un nouveau visage, vous comprenez? Et donc, le port sec va générer de nombreux emplois. Oui. Et c'est de nombreux échanges avec les pays de l'Interland. On parle de 71 000 emplois qui seront générés grâce au port sec de Ferkessé-Dougou. Vous comprenez? Donc, c'est pour développer les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire, les pays de l'Interland. Les pays de l'Interland, oui. Voilà. Mali, Burkina, Niger et autres. Mais je pense que c'est en train de se faire. Récemment, la Côte d'Ivoire a signé avec le port autonome d'Abidjan le fait que des matières premières transitent du Mali par le port. Oui. Je pense que c'est la suite de tout ça. Et donc, Ferkessé-Dougou aura un nouveau visage. Donc, il faut y aller prendre un terrain. Bon, déjà, Thierry Angeval y était la dernière fois. Voilà, il faut y aller prendre un terrain. Parce que ça promet. D'aller voir comment ça se passait. C'est un nouveau pôle économique de la Côte d'Ivoire là-bas qui va se développer. Justement, nouveau pôle économique, on l'a dit, 71 000 emplois qui seront créés. Et puis, 200 familles qui étaient directement impactées par ce projet ont été relogées. Et aujourd'hui, sinon depuis le week-end, c'est 4 milliards de francs CFA qui ont été versés aux détenteurs de droits coutumiers sur la parcelle. C'est une parcelle de 732 hectares qui est mise à profit pour la construction de ce port sec-là. Et donc 2000 jeunes déjà sont sur le chantier en train d'avoir leur premier emploi, et des jeunes des lycées techniques et grandes écoles qui forment les jeunes dans ce domaine-là, portuaire et autres, qui déjà sont sur le site en train de travailler pour dire combien de fois ça va impacter les populations de cette partie de la Côte d'Ivoire. L'opération se déroule bien. Se déroule bien parce que généralement, la question qui se pose dans ce genre de développement rural, c'est la question de l'indemnisation. Mais là, les fonds ont été dégagés. Près de 5 milliards ont été dégagés pour que ces populations-là soient indemnisées. Et donc, la question du conflit foncier ne va plus s'opposer. Aucun problème là-bas. Il ne va plus s'opposer. Il n'y aura plus personne qui va venir réclamer un droit que ce soit. Parce que tous ont été dédommagés. Et cela, ça s'est fait dans les règles de l'art. C'est bien cela. Voilà, les procédures ont été respectées. Et donc, je pense qu'il faut saluer déjà ce projet-là qui va aider la Côte d'Ivoire à développer de façon économique et de façon forte le nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est très bien. Justement, très bien. Et donc, une petite pluie de milliards, 4, un peu plus de 4 qui s'est abattu sur les populations de Ferkessé-Dougou ce week-end. C'est près de 5 milliards. Oui. En tout cas, on n'en est pas loin, qui se sont abattus sur les populations de Ferkessé-Dougou, qui ont reçu donc leurs indemnisations pour purger tout ce qui était droit coutumier sur cette parcelle-là qui va servir au port de Ferkessé-Dougou. Et vous l'avez dit, qui va permettre le port de Ferkessé-Dougou, qui va impacter toute cette zone-là de la Côte d'Ivoire pour offrir de nombreux emplois aux populations qui sont dans cette partie de notre pays. On continue. On y va. Docteur Topé, de parler de développement et d'économie. On va parler maintenant de cette réduction du prix de la tonne de ciment. Bon, c'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Les chantiers qu'il y a en Côte d'Ivoire qui nouvelle. nécessitent énormément de ciment, notamment. Oui, mais je pense que les cris des populations sont en train d'être entendus. Parce que tout le monde se plaint de la vie chère. Tout est cher, tout est cher. Et donc, diminuer le prix du ciment, c'est un gros point pour le gouvernement ivoirien. C'est un gros point pour Begré Mambé, le président de la République, et tous ses collaborateurs, tous ses commandos, son commando, parce qu'aujourd'hui, il y a des chantiers partout. Oui, c'est bien cela. Il y a des chantiers partout. La Côte d'Ivoire a un chantier. Il y a des immeubles qui se créent, il y a des maisons, tout le monde construit quelque chose. Donc aujourd'hui, diminuer le ciment à 7 000 francs, c'est un beau point. Et c'est la même chose aussi avec le sucre. Oui, le sucre dont le prix a été plafonné. Voilà, 765 francs. On ne doit pas dépasser, sachez-le, on ne doit pas excéder ce prix-là. 765 francs le kilo, on ne doit pas aller au-delà. Donc si vous allez dans une boutique, dans un magasin, dans un marché, quand on vous dit que le prix du sucre, le kilo coûte 800 francs, il faut dire non. C'est 765 francs. Et donc, c'est à saluer. Et on l'a dit tout à l'heure, je pense que bientôt s'ouvrent les temps de jeûne et de carême, c'est selon. Et je pense que ça va apaiser les populations parce que
c'était un peu cher quand même. Mais justement, et donc pour parler du prix du sucre, vous l'avez dit, hein, si vous vendez dans une boutique, eh bien, bon, il y a la Commission nationale de lutte contre la vie chère qui veille au grain. Ceux qui ne respectent pas les prix, mesdames et messieurs, il faut les dénoncer à cette commission-là pour que justement les prix soient respectés parce que le gouvernement fait des efforts et il faut que les populations sentent ces efforts-là que fait le gouvernement en veillant à ce que les prix soient respectés. Bon, Gerson qui est pressé qu'on aille au sport parce que bon, là, justement, c'est l'info du jour, du moment. Hier, il y a eu le tirage au sort des poules de la CAN 2025 et la Côte d'Ivoire, docteur, se trouve dans le groupe qui est celui qui est nommé comme étant le groupe de la mort. Ah oui, le groupe F. Hein? Oui. Écoute, Renaud. Le Cameroun n'est plus à présenter, les liens importants ne sont plus à présenter. Nos liens sont séculaires, hein, c'est la belle famille. Exactement. Et puis, bon. Donc le plus gros rival, le plus gros adversaire de la Côte d'Ivoire dans cette poule-là, c'est bien sûr le Cameroun, qu'il faut battre. Absolument. Il faut battre. Mais non plus le Gabon n'est pas facile à jouer. Mais le Mozambique, pareil. Voilà, il n'y a plus de petites équipes. Mais je pense quand même que Mess Fayet et ses hommes ont les moyens de vaincre ces équipes-là. Il faut se préparer. Ils l'ont déjà démontré, on en a les moyens. Il faut se préparer, on en a les moyens. Si la Côte d'Ivoire a battu le Sénégal, le Mali, le Nigeria pour remporter le sacre, je pense qu'on peut encore imposer notre... On peut rééditer l'exploit. Voilà, donc on y va, je pense qu'on doit se préparer. Les garçons doivent se préparer, il faut y arriver, parce que s'il n'est pas une petite équipe, le Cameroun n'est pas une petite équipe, le Gabon non plus, donc écoute... Préparons-nous et puis on y croit. Mais justement, belle soirée hier, qui a vu la participation de nombreuses stars du football africain. On avait des anciens, bon, je dis des anciens et d'autres encore qui sont toujours en activité. Par exemple, Yakwasi Gervais était présent à cette cérémonie. On avait Ladji Diouf, en tout cas sur le continent, on avait de nombreuses personnalités. Et puis, c'était un spectacle aussi haut en couleur au niveau, je veux dire, musical, avec la prestation de Maître James. Oui, notamment. Bien sûr. Donc, je pense que c'est déjà les couleurs annoncées de la CAN au Maroc. Il faut y aller du 21 décembre au 18 janvier. Je pense qu'il faut y aller. 2026, hein. Exactement. 2026, on commence donc en 2025 et on finit en 2026. Donc, je pense que le Maroc va faire au moins comme la Côte d'Ivoire, bien organisé. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce qu'on a fait fort. Donc, pour nous dépasser, il faut aller encore plus haut. Mais je pense que le Maroc en a le moyen, d'offrir à toute l'Afrique une belle fête de football en 2025 et 2026. En tout cas, le président de la Fédération marocaine de football l'a dit, ils sont prêts à accueillir l'Afrique pour cette CAN qui va se tenir en 2025 et 2026. Ça sera à cheval entre les deux dates. Et puis, justement, la Côte d'Ivoire, qui est dans le groupe de la mort, on l'a dit, Cameroun, Gabon, Mozambique, et puis d'autres nations comme le Maroc qui accueille la compétition, qui quand même est tombé dans une poule abordable. Ah oui, quand même. Même. Je pense que le Maroc est tombé dans une poule abordable, donc ça va faciliter et embellir la fête parce que, Renaud, quand le pays organisateur sort pendant les poules, là, franchement, les stades se vident, ça devient compliqué. Mais quand le pays organisateur va loin, la fête reste belle. Les responsables, la publicité aussi, ils gagnent leur compte, le spectacle est beau. Tout le monde est content. Tout le monde est content. C'est bon pour la fête du football. Et justement, Fayet Mers qui a dit qu'il mettrait tous les ingrédients qu'il faut pour revenir avec la CAN du Maroc, comme on l'a fait en Côte d'Ivoire ici, pour conserver le trophée que nous avons remporté de haute lutte devant le Nigeria. Avec beaucoup d'humilité. Mais je pense que quand même, Serge Aurier l'a dit plus ou moins, il a dit que ce sera difficile. Ce sera difficile. Et donc, il n'y a pas de petite équipe, on l'a dit tout à l'heure. Donc, je pense qu'il va se battre. Il va mettre les moyens en œuvre pour ramener ici encore la coupe. Pourquoi pas? Nous, on y croit en tout cas. Donc, que chacun prenne son maillot 3 étoiles et puis en route pour le Maroc. Bon, en tout cas, tous nos voeux accompagnent les éléphants pour cette CAN 2025 qui va démarrer en décembre, on l'a dit. Le 21 décembre, précisément. Et se terminer en 2026. Docteur Topé, merci, merci. D'avoir partagé cette ligne de l'actualité avec nous. Merci. On a été très heureux de vous présenter ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. On passe le relais à Thierry Angeval.